Initiative citoyenne de soutien au FDS, voilà le mouvement mis en place par des jeunes pour apporter leur soutien moral aux forces de défense et de sécurité. Il a été lancé à la place aux héros nationaux à Ouaga 2000 ce 10 octobre. Et puis, avant le match étalon zèbre du Botswana, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019, Paolo Duarte a eu sa première séance d'entraînement avec ses joueurs hier. Vous aurez plus de détails sur les formes de nos étalons dans ce journal. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. Tout de suite, direction le palais de Kosiam où s'est tenu le traditionnel et hebdomadaire Conseil des ministres. Ce 10 octobre, le gouvernement s'est penché sur les manifestations non encadrées des élèves dans les établissements dans un contexte sécuritaire particulier. La sécurité également au cœur du projet de loi des finances rectificatives gestion 2018 sur lequel les ministres ont aussi statué. Le point de tout cela avec Premier Fujan, porte-parole du gouvernement. Nous avons constaté donc des difficultés qui sont des difficultés liées aux attaques terroristes. Un dossier fort, c'est le projet de loi de finances rectificative, la loi de finances portant exécution du budget de l'année 2018. Vous savez que normalement, chaque année, donc, il y a des lois de finances rectificatives pour faire le point notamment des dépenses, des prévisions de dépenses et de recettes. Et donc, il y a un paramètre important, c'est qu'au cours du premier semestre, nous avons constaté donc des difficultés qui sont des difficultés liées donc aux attaques terroristes, qui sont également des difficultés liées aux différents mouvements qu'on a connus, mouvements sociaux et les ministères que sont ceux de l'enseignement, ceux de la santé, ceux du bénéfice. Et ces mouvements-là, ainsi que les attaques ont eu un impact négatif sur l'exécution du budget, tant au niveau des recettes et des dépenses. Outre ces éléments qui sont base de performance, il faut savoir que nous avons également des engagements qui ont été pris en ce qui concerne un certain nombre avec des partenaires sociaux. Suite au mouvement de 2017 et 2018, vous avez à peu près 93 milliards de francs CFA qui sont venus s'ajouter donc au titre de l'exécution budgétaire. Une bonne partie de ces 93 milliards pour répondre aux exigences des partenaires et au respect des engagements de négociation doivent être appliqués donc au niveau du budget 2018. Donc, vu cette réalité-là, il y a les aménagements qui ont été faits au niveau du budget, avec une priorisation de ce que nous appelons donc les dépenses à caractère prioritaire. Il s'agit notamment de la gratuité des soins à la femme et à l'enfant. Il s'agit au crédit supplémentaire à trouver pour la défense et la sécurité. Et puis il s'agit également de l'opérationnalisation de la caisse de dépôt. Concernant donc ces éléments-là, il a fallu ouvrir à peu près 105 milliards de francs CFA de nouvelles dépenses au titre donc de cette loi de finances rectificative-là. Le ministre de l'Éducation nationale qui a fait au Conseil un point par rapport aux perturbations qui interviennent au niveau de certains établissements scolaires. Le Conseil donc a instruit le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Enseignement de prendre toutes les dispositions pour que cela s'arrête. D'ailleurs, à ce niveau, donc, le ministre de la Sécurité fera un communiqué où il rappellera aux parents d'élèves et aux acteurs que dans le contexte actuel d'insécurité, il ne faudrait pas qu'on ait des situations de bavure. Parce que quelqu'un ne peut pas se promener dans la ville avec des caboules, on ne sait pas qui est qui. Donc je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention des différents acteurs. Le mouvement peut se poursuivre si les élèves ou les étudiants veulent aller en grève, ils vont en grève, c'est encadré par les forces de défense et de sécurité, l'administration sait de quoi il s'agit. On ne peut pas continuer à accepter que des personnes cagoulées se déplacent avec des armes d'un lycée à un autre pour perturber les cours. Donc le ministre de la Sécurité fera un communiqué, c'est l'intention d'appeler tout le monde, parents, élèves, enseignants, à assumer ses responsabilités. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après on dise on n'a pas prévenu. On ne peut pas admettre que des personnes cagoulées se promènent dans la ville de Ouagadougou par les temps qui courent. Ils sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité ont certes besoin de matériel pour mener à bien leur mission, mais pas que. Ils ont aussi besoin d'avoir un moral à toute épreuve. Et c'est ce rôle de soutien moral que veulent jouer un groupe de jeunes qui se sont mobilisés loin du théâtre des opérations en lançant depuis la place aux héros nationaux un mouvement dénommé Initiative citoyenne de soutien au FDS. Luc Pabelgem.
C'est depuis cette place pleine de sens du monument aux héros nationaux qu'un message est adressé aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Nous savons que le combat dans lequel vous êtes engagés est difficile, mais sachez que nous sommes à vos côtés, lance le coordonnateur de l'initiative citoyenne de soutien au FDS. C'est un mouvement voulu symbolique par ces jeunes. La carte du Burkina Faso est dessinée à même le sol, les 45 provinces et les 13 régions, toutes représentées. La première activité prend forme. Il urge que tous les fils et toutes les filles de ce pays s'unissent et apportent leur contribution à l'effort de la lutte contre ces attaques, à l'effort dans la lutte contre le terrorisme. Pour gagner ce combat contre l'obscurantisme, nos forces de défense et de sécurité ont certes besoin de moyens militaires conséquents. Mais, comme l'a si bien dit le général de brigade Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, je cite, le soutien populaire dépasse tout l'équipement qu'une nation peut donner à son armée. Ce n'est pas seulement les armes, les avions, les chars. C'est ensemble que nous voulons, c'est un ensemble que nous voulons cohérent. Nous appelons à tous de nous appuyer dans cette direction. C'est donc fort de cet appel que nous, citoyens et citoyennes épris de paix et de justice, avons décidé d'organiser cette procession pour témoigner à nos forces de défense et de sécurité tout notre soutien et leur dire que nous sommes à leur côté. L'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité se veut un mouvement rassembleur. Son objectif n'est autre qu'encourager les fils et filles qui ont fait des armes leur métier et qui paient le lourd tribut dans cette lutte âpre contre le terrorisme. Cette activité également invite à la vaillante jeunesse de ce beau pays qu'est le nôtre à prendre conscience du danger qui nous guette, de ne pas tomber dans la propagande de ces forces obscurantistes, de ne pas céder à l'appel de ces sirènes. Pour notre part, à travers cette initiative, je veux dire initiative citoyenne pour le soutien aux forces de défense et de sécurité, nous organiserons ensemble plusieurs activités de soutien, d'appui au FDS à travers le territoire, notamment par des actions citoyennes. De 2015 à 2018, plus de 200 militaires, paramilitaires et civils ont perdu la vie par le fait d'actes terroristes. Des activités sportives et une collecte de fonds au profit de la Caisse de solidarité des forces armées sont au programme de cette initiative citoyenne. Ouagadougou. La Commission nationale de lutte contre la fraude s'attaque à l'importation frauduleuse des cycles et cyclomoteurs. Il faut dire que ce sont les importateurs en règle et l'État qui sont les principales victimes de ce phénomène. Et la situation est si préoccupante qu'elle est au centre de la 3e session ordinaire 2018 de la CNLF qui s'est tenue hier. Les détails avec Madina Sino. Ouagadougou, capitale des engins à 2 roues. Ici, les entreprises de vente de cycles et cyclomoteurs sont légion. Mais depuis quelques années, le phénomène de la fraude menace la survie de ces entreprises. L'entreprise ECAF, par exemple, fait dans la vente de cyclomoteurs depuis 1950. Mais aujourd'hui, elle connaît des difficultés face à la concurrence déloyale liée à la fraude. Ça gâte notre commerce énormément. Par exemple, une moto qui te coûte 475 000 francs, chez ces revendeurs qui achètent ces motos frauduleuses là, vous la trouverez à 300 000 francs. Donc du coup, quelqu'un qui part, qui prend cette moto, si quelqu'un lui demande, un proche dit j'ai eu ma moto à tant de francs, donc c'est un client potentiel à nous qu'il vient de détruire parce que quand ce dernier va venir vouloir une moto, il a déjà en tête qu'il peut avoir la moto à 300 000. Ces entreprises ne sont pas les seules perdantes de l'histoire. Le gouvernement burkinabé enregistre aussi un énorme manque à gagner sur les recettes douanières. Prenez la voie par exemple de l'Est, prenons 50 motos par jour. Ça vous fait en fait environ une valeur en douane, je dis bien une valeur en douane d'environ 11 millions. Et vous faites l'extrapolation pour une année, ça vous fait environ 4 milliards. Et si vous allez calculer les droits et taxes afférentes, vous allez vous retrouver avec environ 2 milliards de droits. Donc vous imaginez, alors que ce que je donne c'est le minimum, mais parce que par jour, ça peut rentrer une centaine. Voilà. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point effectivement l'État perd des recettes à travers la contrebande des motos.
Réunis à Ouagadougou, il s'agira donc pour les acteurs de la chaîne de partager leurs connaissances et leurs expériences afin de trouver des solutions à la problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso. Cette session rassemble les administrations intervenant dans le domaine du contrôle, les industriels, les importateurs des cycles et cyclomoteurs. De ce fait, il s'agira pour nous, dans nos réflexions, de rappeler les textes sur l'importation des cycles et cyclomoteurs, de sensibiliser les importateurs et proposer des solutions pour un meilleur respect de la réglementation en matière d'importation des cycles et cyclomoteurs, de sensibiliser les populations sur les méfaits de la fraude en général et de celle des cycles et cyclomoteurs en particulier. L'Autorité nationale de lutte contre la fraude est une structure chargée de l'exécution de la politique nationale en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière, économique et environnementale. À ce titre, elle est tenue d'organiser et d'animer des réflexions sur la fraude. Dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, Adama Ouedraogo Didamis a entamé son 3e jour d'audition. Ce 10 octobre, l'interrogatoire a surtout concerné le chef d'accusation de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Sa position n'a pas toujours varié. Il plaide toujours non coupable. Voici le récit de Roméo Koïta. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2015, le journaliste Adama Ouedraogo Didamis s'est rendu au camp Nabakom 2 pour des raisons purement professionnelles selon lui. Il voulait savoir ce qui sortirait des négociations entre la hiérarchie militaire et le Conseil des sages. Mais finalement, il n'a pas eu l'information recherchée. Il est donc retourné chez lui. C'est justement sur cet aspect que la partie civile a essayé de prouver la culpabilité de l'accusé à l'audience de ce 10 octobre. Pour maître Séraphin Sommet, il est difficilement compréhensible qu'un journaliste brave tous ces risques avec ces situations sécuritaires délétères qui régnaient dans la nuit du 16 septembre pour se rendre dans l'épicentre du coup d'État et au finish ne rien produire comme article de presse. Il pense donc que la véritable raison de la présence du journaliste en ces lieux était d'aller finaliser le communiqué du coup d'État qui devrait être lu le lendemain 17 septembre. Vous étiez là-bas en tant qu'acteur politique et non comme journaliste, pense l'avocat de la partie civile. Mais Dami s'inscrit en faux contre cette accusation. Il estime que s'il n'a pas produit d'article, c'est parce qu'il n'avait pas d'obligation de résultat. En plus, ce qu'il a observé ce jour-là n'était pas un scoop pour lui. Cela ne méritait donc pas la production d'un article de presse, estime-t-il. Mais il y a aussi ce fait qui renforce la conviction du parquet sur sa culpabilité. Au moins 2 officiers du RSP, notamment le commandant Korogo Abdoulaziz et le capitaine Zoumbri, affirment dans leurs procès-verbaux avoir vu le journaliste dans le bureau du chef de corps de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'endroit où se finalisait le communiqué du CND dans la nuit du 16 au 17 septembre. L'inculpé reconnaît s'être rendu au camp, mais pas dans un bureau. Et même si c'était le cas, on dit qu'on m'a vu dans un bureau, mais personne ne dit qu'il m'a vu rédiger ou corriger un communiqué, s'offusque-t-il. Mais une autre déclaration de l'accusé, lue par le procureur militaire Sidi Bekay Sawadogo, vient changer la donne. Au primitif d'audience de la chambre de contrôle, Damis affirmait qu'il a appelé le général Gilbert Diendéré dans la nuit du 16 septembre vers 22 h. Le général lui aurait répondu qu'il était en réunion. Et le journaliste a décidé d'aller au camp Nabakom 2 pour le rencontrer. Le conseil de l'accusé est étonné du fait que le parquet sorte des déclarations qui ne font pas partie selon lui des pièces du dossier parce qu'elles ne lui ont pas été communiquées. Maître Stéphane Ouedraogo estime que cela est une violation des droits de la défense. Il a donc soulevé une exception à cet effet. La prochaine audience est prévue pour le lundi 15 octobre. Damis sera de nouveau à la barre. Entre 2012 et 2017, plus de 6000 cas de grossesse précoce ont été dénombrés au Burkina Faso. Et c'est contre ce frein à l'épanouissement de la femme que se dresse l'ONG Plan International. À la veille de la Journée internationale de la jeune fille, elle a mené un exercice de sensibilisation en mettant justement en exercice des jeunes filles en situation de femmes leaders sur la question. Natacha Ouedraogo. Honorable ministre, est-ce que ces recommandations ont été suivies d'effet dans les régions où vous vous trouvez en ce moment? Je donne la parole à Madame la ministre de l'Éducation pour faire le point sur le Sud-Ouest. Vraiment, c'est une réalité qui fend vraiment le cœur. Et tenez-vous bien,
Des jeunes filles dans la peau de la représentante résidente de Plan International et des autorités burkinabées. Depuis le centre-est, le centre-nord, le centre et le sud-ouest, à travers une vidéoconférence, elles ont chacune dépeint la situation des grossesses précoces dans leurs régions respectives. Ces filles luttent et travaillent pour venir à bout de ce phénomène, surtout en milieu scolaire. Nous voulons vraiment l'égalité pour les filles partout dans le monde, spécialement en Afrique de l'Ouest. Donc nous voulons le leadership de ces jeunes filles, nous voulons l'égalité pour elles. Donc on se dit qu'en les mettant dans le rôle des grands leaders, tels que les présidents, les directeurs pays, les présidents d'assemblée, ça va les permettre vraiment de s'initier à ce rôle et de les montrer que c'est possible, qu'elles sont capables de faire. Et aussi, elles vont aussi être les ambassadrices, des rôles modèles pour les autres jeunes filles, pour que les jeunes filles voient que c'est possible, elles peuvent faire. Ce fut un grand plaisir pour moi d'animer cette vidéoconférence qui s'est tenue entre 4 régions, Ouaga, Gawa, Kaya et Kupela. Nous avons encore parlé d'une situation préoccupante qui est celle des grossesses précoces à l'école. Et entre 2012 et une partie de l'année 2017, au niveau national, nous avons enregistré 6746 cas de grossesse précoce à l'école. 6746 cas de grossesse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation est peu reluisante et Plan International multiplie les actions sur le terrain pour faire changer les choses. Nous faisons vraiment des activités courantes et des activités pour appuyer de façon vraiment constante et consistante pour éviter ces grossesses. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons avec le ministère de la Justice, nous travaillons avec les communautés, nous sensibilisons les leaders traditionnels, religieux et autres, mais nous travaillons aussi avec les jeunes filles et les jeunes garçons et aussi les communautés, en les supportant vraiment pour que ces filles puissent être en dehors vraiment de ces problèmes que nous vivons actuellement. Cette cérémonie de prise de pouvoir des filles entre dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre. Une délégation du Conseil supérieur de la communication dans les locaux de la télévision BF1. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail de la chaîne, mais une occasion pour les responsables de plaider en faveur de mesures pour un secteur privé audiovisuel compétitif. Le compte rendu de Natacha Ouedraogo. Passé la polémique autour de la désignation de ses conseillers, le Conseil supérieur de la communication veut très vite passer à l'action. Et tout commence par cette prise de contact avec les partenaires médias. À la télévision BF1 ce mercredi 10 octobre, une délégation conduite par le premier vice-président Abdoulaziz Bamogo est venue s'enquérir des conditions de travail au sein de la chaîne au cœur de nos défis. Les encourager, les féliciter pour le travail qui est fait ici et qui est un travail de qualité et les inviter à continuer de faire les efforts qu'ils font déjà en matière de qualité de contenu de leur travail, en matière d'efforts pour que les citoyens burkinabés aient des informations de qualité, mais également aussi en matière d'efforts pour préserver les droits des citoyens burkinabés afin que des dérives éventuelles n'apparaissent pas dans le cadre du travail qu'ils font sur les antennes. Dans un environnement hautement concurrentiel, les responsables des télévisions privées du Burkina Faso ont des inquiétudes. Le soutien de l'instance de régulation est attendu. L'institution reprend du poil de la bête, donc c'est une occasion pour aborder un certain nombre de préoccupations liées notamment à la régulation des médias, liées à la professionnalisation des différents corps de métier, mais aussi comment est-ce que l'institution peut faire un plaidoyer à l'endroit des autorités pour que nous, médias privés, nous puissions avoir un environnement qui nous permet d'être plus compétitifs vis-à-vis de l'invasion des chaînes transnationales. En attendant le traitement de ces doléances, Issoufou Saré suggère que le CSC puisse interpeller celui qui se doit de l'être de façon technique. Car, dit-il, lorsque le Conseil supérieur de la communication fait bien son travail, il va sans dire que la qualité et le professionnalisme des acteurs
prendront le dessus. C'est un ouvrage dont la construction est quasi achevée. Il ne reste que des travaux annexes à réaliser. Le barrage de Samandéni sera inauguré en décembre prochain par le chef de l'État. Mais avant, c'est le chef des cantons de Bobo-Dioulasso qui s'est rendu sur place. Lui qui a joué un rôle de médiateur important quand il s'est agi de déplacer les populations impactées par le projet, s'est félicité de l'achèvement des travaux. Fatoumata Traoré, Arsène Kanditamde. Ce 7 octobre, une forte délégation composée de chefs coutumiers accompagne le chef de canton de Bobo-Dioulasso sur le barrage de Samandéni. La réalisation de ce barrage a parfois nécessité tact et négociations et le chef suprême des Beaux-Mandéré y a apporté de son savoir-faire. Les travaux de l'ouvrage sont aujourd'hui terminés, une satisfaction pour celui-là même qui y a contribué d'une certaine façon. Atata maza mfa ya dunia mfa ya kuru mfa ya koloma woni ni namba moto ma wuro men pour que mfa to afara woni. Quand le barrage avait des problèmes le problème financier et comme ça s'était arrêté, lui il était tellement inquiet puisque c'était une épine dans les pieds. Donc quand on a enlevé ça, les travaux ont commencé, que comme c'est presque la fin, c'est la raison pour laquelle il a pu effectuer le déplacement. Et comment il a qu'il souhaiterait que ça devienne le soleil pour tous les Burkinabés, ça puisse briller sur tous les Burkinabés. Tout le monde puisse en bénéficier. Et chacun puisse profiter. Et si vous voyez vous-même, vous avez pu effectuer le déplacement ici, c'est parce que le barrage a été bien construit. Voilà pourquoi vous aussi vous êtes là. Et donc on vous salue sincèrement. La vallée du Samandéni est un programme de développement économique qui prévoit la mise en place d'un aménagement et la viabilisation d'une zone agro-industrielle de plus de 100 hectares et le développement de la pisciculture. La visite de ce 7 octobre est très appréciée par les responsables du P10. Pour eux, elle démontre l'appropriation du programme par les communautés. Nous apprécions en tout cas très positivement cette visite de ce matin du chef suprême des Bobo-Mandéré. Non, pour le barrage, on peut dire qu'on est pratiquement à 92. Vous voyez, le barrage, ça c'est le lot 1, ça c'est pratiquement achevé. Vous avez vu la crête du barrage, on va mettre le bitume. Depuis, vous avez pris la route pour venir jusqu'à Bama, vous voyez comment l'état de la route elle est très très défectueuse. Mais nous avons reçu en tout cas pour sa partie de la bifurcation, c'est-à-dire à partir de Badoville là, Sungalodara, que nous allons bitumer la voie jusqu'à la crête du barrage. Donc ça c'est déjà un acquis. Il est prévu d'avoir une zone agro-industrielle. On va démarrer les aménagements d'ici à la fin de la saison des pluies. Les aménagements vont démarrer 1500 hectares. Donc la zone agro-industrielle, on a déjà levé 100 hectares qui sont déjà, qu'on a déjà sécurisés, où on a déjà purgé les droits fonciers. Et il y a une zone, la pêche aussi, avec les ressources halieutiques, on travaille dans ce sens-là. Et ils ont déjà identifié une zone aussi où ils vont faire le développement de la pisciculture ici, 10 hectares. Cette zone aussi on a déjà purgé aussi les droits fonciers. Donc ça veut dire que la balle est dans le cadre des ressources halieutiques pour pouvoir effectivement développer la pisciculture. La zone est devenue déjà une zone de tourisme déjà. Toutes les semaines, nous avons des demandes de visite du barrage. Le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni vise à contribuer à la sécurité alimentaire durable en valorisant le potentiel hydraulique, agricole et pastoral de la vallée de Samandéni. L'inauguration de cette infrastructure est prévue pour décembre prochain en présence du chef de l'État burkinabé. Sport pour terminer Cannes 2019. Les étalons affrontent les Zèbres du Botswana le 13 octobre prochain. Un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires. Les étalons et leur entraîneur Paulo Duarte sont en préparation. Ils ont eu leur première séance d'entraînement hier. Il faut dire qu'après la débâcle contre la Mauritanie, les étalons ont impérativement besoin d'une victoire pour rester dans la course à la qualification. Luc Pabelgem. C'est devant un public d'un soir que les étalons ont effectué leur premier entraînement au stade du 4 août. Pour les 3e et 4e journées des éliminatoires Cannes Cameroun 2019, c'est un groupe presque au complet avec lequel compose le sélectionneur Paulo Duarte. Pour ce premier jour, seuls 2 absents, Brian Dabo et Souleymane Kwanda, le 25e appelé et sociétaire de l'ASEC d'Abidjan. Anciens et nouveaux ont passé cette première séance. Cheikh Djibril Ouattara, lui, fait partie des nouveaux. Je m'adapte un peu tout doucement. Vraiment, l'ambiance est bonne dans le groupe.
Donc vraiment, je me sens bien. J'ai été très bien accueilli par les anciens et je les remercie tous. Je vais commencer à rentrer dans les entraînements petit à petit. Donc il n'y a rien. Donc ça va aller. C'est l'apprentissage. C'est ma première sélection. Donc je suis en train d'apprendre au sein des grands frères. Donc l'apprentissage aussi, ça se fait très bien. Donc il n'y a pas de mal au sein du groupe, quoi. Alain Traoré, Bertrand Traoré, Jonathan Pitroapa ont été les grands absents à Nouakchott où l'équipe burkinabé toute entière a sombré. Officiellement, ces étalons n'étaient pas du groupe pour raison de blessure. Une partie de l'opinion, quant à elle, n'a pu s'empêcher de parler d'un refus de répondre à l'appel de la nation. Alain Traoré, lui, est sûr, son amour pour l'équipe nationale n'a jamais faibli. Je pense qu'on est tous prêts pour ce match, on est tous en forme, on a bien repris les championnats, chacun est bien dans son club, donc je pense qu'on pourra faire un bon match samedi. En me connaissant bien, on sait très bien que j'ai toujours joué pour l'équipe nationale. Pourquoi simuler une blessure pour ne pas aller en sélection? Voilà, j'avais mal, je ne pouvais pas aller diminuer et jouer un match. Quand on a besoin de moi à 100%. Quand je ne suis pas à 100%, ça ne sert à rien de faire les déplacements pour ne pas pouvoir aider l'équipe. Quand je réponds présent, c'est que je suis à 100% pour aider l'équipe à 100%. Donc voilà, moi, j'ai toujours fait mon boulot du mieux possible. Et voilà, si certaines personnes doutent de ma loyauté envers la sélection, voilà, ça c'est leur problème. Moi, je sais que je suis à 100% avec l'équipe nationale. Que ce soit moi ou tous les 23 étalons, on est tous à 100% avec le pays. Burkina Faso, Botswana, c'est pour ce samedi 13 octobre à 18 h au stade du 4 août. C'est une rencontre primordiale pour les étalons dos au mur après leur défaite face au Mourabitoun de Mauritanie en deuxième journée. Engranger les 3 points à domicile, ce serait un bon retour pour cette double confrontation devant se disputer le 13 octobre au stade du 4 août et le 16 octobre à Francistown au Botswana. Voilà, 2 grands rendez-vous pour nos étalons. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour notre session d'information. Merci de votre fidélité renouvelée.